Dans cette vidéo, nous allons voir comment le marché du travail s'équilibre selon la théorie keynésienne. Reprenons dans un premier temps le graphique d'équilibre du marché des biens. Il s'agit d'un graphique avec en abscisse Y, en ordonnée la demande globale. L'offre globale est représentée par la bisectrice, donc une courbe à un angle de 45 degrés. Hop, voilà, ça c'est l'offre globale. La demande globale a un angle inférieur à 45 degrés et ne commence pas à l'origine. C'est la demande autonome, voilà. Demande globale. On a une production d'équilibre Y étoile. Donc ce graphique nous apprend que pour maximiser leur profit, les entreprises doivent produire OG tel que OG égale DG. Tel que tout ce qui est produit trouve preneur. Ainsi le marché s'établit à l'équilibre Y étoile. Cependant, cet équilibre ne signifie pas que le marché du travail, lui, soit équilibré. Il peut arriver que le marché du travail ne soit pas équilibré, alors que le marché des biens, lui, l'est. Nous allons montrer pourquoi. Prenons cette situation. Si l'on fait un deuxième graphique qui nous montre la fonction de production de l'entreprise ou des entreprises, Y. Nous avons toujours cette courbe concave positive croissante, Y égale fonction de n et de k fixé. Nous arrivons à un nombre de salariés qu'il faut pour produire cette quantité Y étoile. Si nous reportons ce nombre de salariés dans un graphique du marché du travail comme nous l'avons vu dans l'analyse classique, avec une offre de travail, une demande de travail en ordonnée WP, on constate que N étoile, donc la quantité de travailleurs qu'il faut pour produire Y étoile, est inférieure au nombre de travailleurs de plein emploi, à N plein emploi. Alors que pourtant le marché des biens dans cette situation est à l'équilibre. On a également le fait que WP étoile soit supérieur à WP de plein emploi, ce qui signifie qu'il y a une offre de travail supérieure à la demande de travail. Qu'est-ce qu'il y a quand l'offre de travail est supérieure à la demande de travail? Eh bien, il y a du chômage involontaire. Et pourtant, le marché des biens, lui, est équilibré. C'est-à-dire que tout ce qui est produit trouve preneur. On a une insuffisance de la demande qui fait que les entreprises ne peuvent pas produire plus. Imaginons, on souhaite, dans cette situation, que l'économie soit au plein emploi. On oblige les entreprises à produire au plein emploi. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si on remonte, à partir de plein emploi, N de plein emploi, on constate que ce que va produire l'économie, OG, est supérieur à la demande globale. Les profits des entreprises ne sont donc pas maximisés, puisqu'elles se font concurrence, il leur reste des stocks, tout n'est pas vendu puisque la demande globale est insuffisante. Les entreprises vont donc soit baisser leur prix, vont baisser leur prix, vont choisir de produire moins, du coup. Cette moindre production va se ressentir sur le marché du travail puisque les entreprises ont besoin de moins de salariés, ils vont donc licencier, et on va retrouver petit à petit l'équilibre, le N étoile, tel qu'on produit Y étoile, qui est la situation où les entreprises maximisent leurs profits. Le chômage involontaire réapparaît donc continuellement dans cette situation. Alors attention, cette situation n'est pas systématique. Il peut arriver que quand le marché des biens est équilibré, le marché du travail le soit aussi. C'est le but. En fait, c'est le but. C'est ce qui est recherché à la base.
Cependant, si la demande globale est insuffisante, eh bien le marché du travail pardon, ne sera pas équilibré. Tout est une question de demande globale. Voyons donc maintenant 3 questions concernant les salaires. La première question, qui est la flexibilité de W, donc du salaire nominal. Est-ce que cette flexibilité à la baisse, donc le fait qu'on puisse baisser W, est-ce que ça permet de lutter contre le chômage? Vrai ou faux? De lutter contre le chômage involontaire. On précise. Eh bien, comme nous l'avons vu, le salaire réel, donc WP, est trop élevé. Donc WP étoile est supérieur à WP de plein emploi. Ce qui entraîne le fait que l'offre de travail soit supérieure à la demande de travail. Donc pour remédier à cela, on serait tenté de baisser le salaire réel en baissant le salaire nominal. Si on baisse W, WP baisse. Or, si l'on fait cela, si on baisse W, WP baisse. WP va baisser. Si WP baisse, comme on le voit sur le graphique, si jamais nous avons une baisse de WP, eh bien l'offre de travail va diminuer, mais la demande de travail va augmenter, ce qui fait qu'on va avoir une augmentation de N. N va augmenter. Que se passe-t-il quand N augmente? Eh bien, Y va lui aussi augmenter. Cependant, la demande globale, elle, est restée inchangée. Ce n'est pas parce que on augmente l'emploi que la demande globale va augmenter, puisque la demande globale ne dépend pas de l'emploi, elle dépend de la consommation et de l'investissement. Ainsi, la production des entreprises sera supérieure à ce que réclame la demande globale. Comme dans cette situation, il y a donc un problème de surproduction, les entreprises se font concurrence pour vendre leurs produits. Qu'est-ce qui se passe quand il y a concurrence, quand il y a trop d'offres? Eh bien, le prix va baisser, le prix des produits va baisser, c'est ce qu'on appelle la déflation qu'on verra plus tard, et cette baisse du prix va entraîner une augmentation de WP. Ainsi, on revient à la situation initiale, on a baissé WP, puis on l'a finalement réaugmenté, WP est inchangé. La baisse de W entraîne une baisse de P, WP reste inchangé, les politiques structurelles n'empêchent donc pas la rigidité de W sur P. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en luttant pour avoir plus de concurrence ou autre comme pour les classiques, changer le WP. Il faut le changer autrement. La deuxième question que l'on peut se poser, c'est la rigidité de W. Est-ce que ça entraîne une rigidité de WP? Est-ce que si le salaire nominal puisque le salaire nominal ne peut pas baisser, est-ce que c'est la même chose pour W sur P, le salaire réel? Eh bien, tout d'abord, on rappelle que le salaire nominal est rigide, les syndicats et les salariés sont opposés aux baisses de salaire, c'est logique, on n'a pas envie que notre salaire passe de 1000 euros à 500, ça fait rarement plaisir en général. Et dans ce cas, que se passe-t-il quand la demande globale augmente? Si elle augmente, qu'est-ce qui se passe? Quand le marché va se rééquilibrer? Donc prenons tout d'abord, comme tout à l'heure, une situation de départ dans laquelle Y étoile est inférieur à YPE. Donc, on a le marché des biens, encore une fois. Important de toujours faire ces graphiques pour bien comprendre comment ça marche, que ce soit en examen ou pour la compréhension. C'est important de refaire ces graphiques continuellement et de les avoir parfaitement en tête. Nous avons la fonction de production et nous avons le marché du travail.
Voilà. Hop, nous avons Y étoile. N étoile. Ici. Voilà. Si DG augmente, donc si la courbe se déplace vers le haut, hop, peu importe la cause, voilà, ça augmente, eh bien la production actuelle qui s'établit à ce niveau n'est plus suffisante pour correspondre à la demande globale. Hein, il y a un écart, il n'y a pas assez de production, l'offre globale n'est pas assez grande pour subvenir à la demande globale. On a OG qui est inférieur à DG dans cette situation. Il faut qu'on arrive à cette situation-là. C'est la nouvelle situation que l'on souhaite. On va l'appeler Y'. Les entreprises ne maximisent pas leurs profits puisque elles pourraient vendre plus et donc avoir plus de profits. Pour maximiser leurs profits, elles ont besoin de produire plus et donc elles ont besoin d'embaucher plus puisque N est insuffisant. Elles doivent donc faire baisser le salaire réel pour augmenter la demande de travail, puisque là le salaire réel est trop élevé pour augmenter ND. Or, W, comme on l'a dit juste avant, est rigide à la baisse. On ne veut pas baisser. Donc, on ne peut pas faire baisser WP en baissant W. Et bien, qu'est-ce que vont faire les entreprises? Les entreprises vont augmenter leur prix. Parce qu'il y a un excès de demande de biens, et quand la demande est supérieure à l'offre, le prix augmente. C'est une règle de base en économie, et c'est souvent vérifiable et vrai. Cette hausse de P va entraîner une baisse de W sur P. Et donc, que se passe-t-il quand W sur P augmente? N va augmenter et Y va ensuite par la suite augmenter. On voit que pour produire sur le graphique, on voit que pour produire la situation Y', il faut plus de salariés, il faut N' salariés qui est supérieur à N étoiles. Et pour avoir ça sur le marché du travail, eh bien, il faut que W sur P' soit inférieur à W sur P étoile. Donc, augmentation du prix, baisse de WP, N augmente et Y augmente. On voit donc avec cela qu'il faut privilégier, qu'il faut même faire des politiques conjoncturelles qui visent à augmenter la demande globale afin de régler le problème du chômage. Ni la concurrence sur le marché du travail, ni les politiques structurelles ne le permettent. On voit là par exemple dans la situation avec WP', on n'est toujours pas au plein emploi, mais il y a moins de chômage que dans la première situation. Si ça c'est le chômage, et bien avant, c'était ça le chômage. On a donc moins de chômage. Pourquoi? Parce qu'on a augmenté la demande globale. Ce qui a fait baisser le salaire d'équilibre, donc augmenter la demande de travail. Et attention, ce n'est pas parce que le salaire d'équilibre a changé que la demande globale a augmenté. Non, non, non. On part bien d'une augmentation de la demande globale, ce qui entraîne des répercussions sur le marché du travail. C'est un sens de la gauche vers la droite puis vers le bas sur ces graphiques. On ne part jamais du marché du travail dans l'analyse classique, keynésienne. On part du marché du travail dans l'analyse classique, et là on fait l'opposé, là on part du marché des biens. C'est très important, ne confondez pas. C'est une grave erreur de confondre. La troisième question, et la dernière qu'on va se poser, c'est est-ce que la rigidité de W, est-ce que ça nuit au bon fonctionnement de l'économie ou pas? Eh bien, on a vu dans la question 1 que si jamais W est flexible à la baisse, le fait d'avoir du chômage entraînerait une baisse de W, donc une surproduction, donc une baisse de P. Et qu'est-ce qui se passe quand les prix baissent? Eh bien, c'est ce qu'on appelle de la déflation. Déflation, je ne sais pas écrire.
Voilà, c'est de la déflation. Le problème de cette situation, c'est que la déflation ne permet pas de relancer l'économie. C'est même un des plus grands fléaux de l'économie moderne. Si on dit à un pays qu'il risque de sombrer dans la dépression, il n'est pas bien. Il va tout faire pour l'éviter, et si jamais il tombe dans la déflation, c'est pas bon pour lui. Vraiment, c'est très compliqué d'en sortir, surtout avec les crises actuelles. Alors, vaut mieux pas tomber dedans parce que sinon c'est vraiment la merde. Donc, si les prix, pourquoi est-ce que c'est pas bien la déflation finalement, hein? Parce que si les prix baissent, si on vous dit demain que les prix sont tous divisés par deux, il y a des chances que vous soyez plutôt heureux pour certains trucs. Le nouveau téléphone qui passe de 1000 euros à 500, bon, ça peut faire plaisir. Mais c'est pas ouf pour l'économie. Pourquoi? Parce que si les prix baissent, les recettes totales des entreprises baissent aussi. Or, les montants d'impôts et surtout les emprunts sont inchangés. C'est pas parce que les prix baissent que votre emprunt sur la maison va changer, lui. Non, non, non. Il reste toujours le même. S'entraîne donc une augmentation du poids des intérêts dans le budget, dans le revenu des emprunteurs. C'est-à-dire que la part qui va être consacrée à rembourser ces intérêts va drastiquement augmenter, puisque les revenus sont moins faibles. Enfin, plus faibles, pardon. Donc, ça entraîne quoi? Ça entraîne déjà, premièrement, une augmentation du nombre de faillites. C'est pas cool. Et ensuite, ça entraîne également une baisse de l'emprunt. Eh oui, pourquoi une baisse de l'emprunt? On se rappelle que pour les keynésiens, l'emprunt se décide en fonction de la confiance dans l'économie et en fonction du nombre de projets rentables. Or, si les prix baissent et qu'il y a une augmentation du nombre de faillites, la confiance, elle n'est pas au beau fixe, elle va pas être folle, les gens vont pas avoir confiance et ils ne vont pas vouloir investir. Et ensuite, si les prix baissent, le nombre de projets rentables va être moins élevé, puisque les recettes baissent. On a donc une augmentation du coût de l'emprunt par rapport à ce que ça va rapporter. Donc, ce que ça fait ça, l'emprunt baisse, l'investissement baisse. Or, l'investissement, c'est ce qui soutient la demande globale, c'est la demande autonome. On se rappelle, sur le graphique, c'est cette partie-là. Or, si ça baisse, bah la demande globale baisse. Et c'est pas ce qu'on veut, une baisse de la demande globale. On a bien vu que si la demande globale baisse, eh bien, enfin, on a vu que si la demande globale augmentait, le chômage se résorbait. A l'inverse, si la demande globale baisse, eh ben le chômage lui va augmenter, puisque les entreprises devront produire moins. Or, c'est pas ce qu'on veut. Ainsi, la rigidité de W permet d'éviter cette situation, puisqu'on évite une baisse des prix continue, on évite la déflation. Mais, comme on l'a vu, la rigidité de W n'empêche pas la rigidité de WP et donc la baisse de WP quand cela est nécessaire suite à une augmentation de la demande globale. En conclusion, on a vu que lorsque Y étoile, donc la production que doivent faire les entreprises, est inférieure à ce qui serait produit en termes de plein emploi, il y a un rejet de la loi de Say. La loi de Say, c'est une loi qui dit que tout ce qui est produit va être vendu dans l'économie. Là, ce n'est pas vrai. Si Y étoile est inférieur à YPE, si cela signifie que si l'entreprise produisait au plein emploi, il y aurait une surproduction. Ainsi, le chômage est la réponse que l'économie apporte à cette surproduction. Il y a du chômage, donc il n'y a finalement pas de surproduction. Les entreprises maximisent leurs profits et sont contentes, elles. Les gens au chômage un peu moins. Alors, attention, première attention, surproduction, le terme de surproduction, ne signifie pas, n'est pas une situation dans laquelle on constate qu'il y a un excès d'offres sur le marché des biens. C'est une situation dans laquelle il y aurait un excès d'offres sur le marché des biens si l'économie était au plein emploi de ces facteurs de production. C'est-à-dire que ce n'est pas une situation de fait, c'est une situation de peut-être si jamais on était au plein emploi, alors il y aurait surproduction. Parce que justement, le modèle keynésien fait qu'il n'y a pas de surproduction puisqu'il y a du chômage finalement.
C'est ça. La surproduction est cette situation euh, dans laquelle OG est supérieur à DG si jamais on utilise NPE. Or, on l'a vu dans cette situation, l'entreprise va utiliser N étoiles, donc va produire Y étoiles. Ce n'est pas de la situation de fait, c'est ce qu'il y aurait si jamais on utilisait NPE et non pas N étoiles. Ensuite, la surproduction et le chômage, ce sont deux symptômes différents d'un même problème. Ce problème qui est le fait que DG soit inférieur à OG. Le chômage, c'est un problème qui vient du marché des biens. Les entreprises reportent sur le marché du travail un problème de surproduction. C'est-à-dire que le chômage ne se crée pas sur le marché du travail, mais il vient en premier lieu du marché des biens, avec une demande globale qui n'est pas satisfaisante, qui n'est pas assez grande. Les entreprises, pour combler cela, ne vont pas embaucher le nombre maximum de personnes. Ils vont embaucher le nombre de personnes qu'il leur faut. Et dernière attention, contrairement au classique, pour les keynésiens, le marché du travail, c'est le lieu où s'échange N contre le salaire réel. Donc effectivement, c'est bien le lieu où il va y avoir une offre de travail qui va accepter de travailler en échange d'un salaire réel. Mais ce n'est pas le lieu où va se fixer N et WP. La valeur de WP et de N n'est pas fixée sur le marché du travail. Ça découle du marché des biens, comme on l'a vu avec les trois graphiques. Toujours partir du marché des biens jusqu'au marché du travail. C'est pour cela que l'on dit chez les keynésiens que le marché du travail est un pseudo-marché, c'est juste un lieu d'échange, mais rien n'est fixé sur ce marché. En fait, tout se fixe sur le marché des biens, donc il y a des décisions qui sont faites, il y a des choses qui sont fixées sur le marché des biens, et le marché du travail c'est juste un lieu d'échange, il va juste subir les répercussions. En soi, je ne vais pas dire qu'il ne sert à rien, c'est juste un endroit d'échange. On ne va pas discuter le salaire, on ne va pas discuter le nombre d'employés, c'est juste tout ça, c'est lié au marché des biens. On part toujours dans l'analyse classique du marché des biens, puis on va au marché du travail et on regarde les conséquences sur le marché du travail d'une action sur le marché des biens.